Salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une affaire qui m'a fait beaucoup de peine. Un scénario des plus tristes qui va nous montrer encore une fois comment l'être humain est capable du pire. Pour comprendre chaque détail, restez bien attentifs jusqu'à la fin, jusqu'au procès. C'est très important parce que petit à petit, on va découvrir des éléments qui font froid dans le dos. Et je peux vous dire que quand j'ai vu certaines choses dans cette affaire, je me suis dit Mogo... Non, c'est pas possible. On est dans un rêve, dans un putain de rêve. Et bah bordel que si, c'est réel. J'aurais aimé que non, mais malheureusement... Bref, je vous laisse découvrir tout ça. Sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. S'il y a bien une chose que va nous rappeler cette affaire, c'est de bien choisir notre entourage, de profiter un maximum avec les gens qu'on aime et de laisser de côté ces gens qui ne pensent qu'à nous nuire. Cette vie elle est courte et si c'est pour nous entourer de gens hypocrites, remplis de vices, non merci, loin de nous. Si on ne peut pas vous faire confiance, next, tout simplement, on passe à autre chose. Après tout ce que je dis, c'est facile à dire, je sais, mais parfois la réalité c'est bien plus compliqué que ça. Et ça va être le cas de Laura Ackerson. Souvenez-vous de son visage. Elle était belle, pleine de vie, plein de projets dans sa tête, mais malheureusement, sa vie va prendre un autre tournant. Ce que je vous propose, c'est de commencer et d'en savoir un peu plus sur cette femme au destin tragique. Let's begin. Laura Ackerson est née le 30 avril 1984 à Hastings, dans le Michigan, aux États-Unis. En 1996, lorsqu'elle a 12 ans, ses parents Roger et Brenda divorcent. Elle déménage alors avec sa maman dans l'Iowa. Là-bas, tout se passe plutôt bien. Elle suivra une scolarité normale et sans encombre. Elle a une grande famille avec 6 frères et sœurs. Jason, Erin, Ryan, Daniel, Jennifer et Heather. Laura et sa famille déménagent souvent, jusqu'au jour où elle décide de partir seule en Caroline du Nord. Elle avait un frère qui habitait là-bas, ce qui faciliterait son arrivée et surtout ce qu'elle voulait, c'était tout recommencer à zéro. Donc par ses propres moyens, elle s'installe dans la ville de Kingston. Elle aimait beaucoup l'art et le marketing et elle finira par devenir designer graphique. Juste avant ça, et alors qu'elle venait d'arriver en ville, elle rencontre un certain Grant Ace en 2007. Grant travaillait ce jour-là, il était musicien dans un bar. D'ailleurs, il avait aussi une chaîne YouTube, Monsieur Grant Has. Mais ses revenus n'étaient pas suffisants. Il devait travailler dans différents bars de la ville aussi pour pouvoir gagner sa vie correctement. C'était un homme charismatique et extraverti, qui avait une vie sociale relativement riche. Laura et Grant commencent à sortir ensemble, mais leur relation est tenue secrète. Elle avait mis au courant quelques-uns de ses amis, mais très peu, et Grant va faire de même. Il n'y avait pas vraiment de raison, mais c'était comme ça. Ils étaient très discrets tous les deux. Après, j'ai envie de dire, c'est pas forcément une mauvaise chose. Quand tu fais les choses dans ton coin, au moins les gens vont pas te porter l'œil. Parce qu'on les connaît parfois, les gens qui nous entourent, à critiquer notre couple à tout va, avec de la jalousie et j'en passe. Donc comme on dit, moins on étale sa vie, mieux c'est. En vrai, y a pas mieux que la discrétion pour vivre tranquillement, je trouve. Sauf que subitement, au mois d'avril de la même année de leur rencontre, ils se marient. Donc tout ce que je viens de dire vient de tomber à l'eau. Génial. Bref, Laura et Grant fêtent leur anniversaire respectif le même jour, le 30 avril, et pour eux, c'était un signe de l'univers. Seulement, la famille et les amis de Laura ne pensent pas du tout la même chose. Ils sont surpris par cette décision tellement soudaine. Ils savaient que leur Laura, c'était un peu une personne impulsive. Elle réfléchissait jamais à 2 fois avant de faire certaines choses. Et là, se marier, c'en était de trop. Ils n'approuvaient pas ce mariage et n'étaient pas heureux de la nouvelle. Mais malgré ça, on la laissera faire. Du moment qu'elle était heureuse, c'était le plus important. Le temps passe et Laura et Grant vont avoir 2 beaux enfants, Grant Jr. et Gentle Ace. En 2008, peu après la naissance de leur fils aîné Grant Jr., Laura demande de l'aide à ses parents. À ce moment-là, elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte de Gentle. Au passage, je vous avoue que j'ai jamais entendu un prénom pareil, Gentle. Après tout, pourquoi pas. Son père lui demande alors de rester à la maison avec lui. Il lui avoue ne pas du tout aimer son mari. Il n'aime pas sa façon de gagner sa vie pour nourrir sa famille. Ça lui paraît incorrect lorsqu'on est père de famille et qu'on a des responsabilités. Et il dit la meilleure amie de Laura précisera qu'à la naissance de son premier enfant, Grant est devenu possessif et ne laissera Laura parler à personne. Pour vous dire, il ne laissera même pas son frère lui rendre visite. Selon lui, son frère était d'une mauvaise influence pour elle. Laura de son côté, pour éviter les histoires, verra sa famille et ses amis en cachette. C'est là qu'on voit que ça commence
commence mal, quand tu retires toute liberté à ta propre femme. C'est là que tu sens que ta relation va devenir toxique à la longue. Et ça, c'est juste pas possible. Tu l'empêches même de voir sa propre famille, c'est pas normal. Et j'imagine pas à quel point ça devait être très frustrant pour elle. En avril 2010, Grant reçoit une proposition professionnelle qu'il ne peut pas laisser passer. Il a une opportunité de partir travailler dans les îles Vierges. Grant, à ce moment-là, oublie sa jalousie, Laura et tout ce qui va avec et part. Il laisse donc Laura et ses 2 fils seuls. Il disait vouloir tenter sa chance et pourquoi pas plus tard emmener sa famille avec lui. Et bah justement, ça va super bien se passer pour lui. À tel point qu'à peine quelques mois après son départ, toute la famille déménage pour les îles Vierges. La vie est belle pour sa famille et surtout pour Grant. Il a sa femme, ses enfants, un bon job et bientôt il va faire connaissance avec sa maîtresse, une certaine Amanda Barrett. Amanda était une actrice frustrée et riche. Grant au début était content d'avoir ce contact dans son répertoire. Elle pouvait lui ouvrir certaines portes. C'était une amie qu'il considérait très chère à ses yeux. Jusqu'au jour où Laura reçoit une enveloppe dans sa boîte aux lettres, dans laquelle il y avait une photo de Grant et Amanda, à ce qui ressemble à un mariage. Sur le dos de la photo, on pouvait y lire une note manuscrite. Laura: nous n'avons jamais été mariés parce que je n'ai jamais signé les papiers. Hors d'elle, elle ressort immédiatement son certificat de mariage et elle s'aperçoit qu'effectivement, cet enfoiré de Grant n'avait jamais signé le document et elle n'avait jamais été Madame Ace. Tout n'était qu'un leurre, une vaste blague. Dans la colère, elle emballe ses affaires, celles de ses fils et décide de quitter la maison familiale. Le temps confirmera la photo qu'avait reçue Laura. Grant et Amanda s'étaient bien mariés ensemble et ils ont décidé de déménager en Caroline du Nord, près de Laura et de ses enfants. Commence alors la grande bataille pour la garde des enfants entre Laura et Grant. La guerre commence réellement en mars 2011 et Grant va gagner la première bataille. Selon le juge, Laura n'était pas encore apte à accueillir ses enfants. Elle n'avait pas d'emploi et vivait encore chez ses parents. Elle obtient tout de même un droit de garde tous les week-ends. Du coup, les enfants étaient chez leur père du lundi au vendredi et le week-end chez leur mère. Une routine s'installe alors. Tous les vendredis à 17 h, Laura va récupérer ses fils. Le point de rendez-vous de Grant est une station-service de Wilson. Laura adorait ces garçons et elle ne comptait pas en rester là. Elle travaille dur, très dur, et elle met tout en œuvre pour récupérer la garde de ses fils. Elle va créer sa propre entreprise de design, ce qui lui permettra de travailler chez elle. En parallèle, elle prend des cours en ligne de marketing à l'université. Elle est vraiment décidée et rien ni personne ne pourra l'arrêter. Là, je m'arrête une minute pour lui dire respect. Ouais, franchement, respect à toutes ces femmes divorcées qui n'ont rien lâché. Sérieusement, je trouve ça super beau. Celles qui vont rebondir après un tel événement, je vous jure, vous êtes merveilleuses. Parce que je n'ose même pas imaginer à quel point ça doit être difficile. Donc ici, pour résumer, Laura fait preuve de beaucoup de courage. Et elle est déterminée à s'en sortir et ne se laisse pas abattre. Pendant ce temps, Grant et Amanda n'aspiraient qu'à une seule chose, éjecter Laura de leur tableau de famille. En réalité, ils voulaient déménager à New York pour faire évoluer la carrière musicale de Grant. Mais tout ça était un secret bien gardé par le couple. Pour la garde des enfants, Laura et Grant verront différents psychiatres et psychologues. Grant insistera sur le fait que Laura était instable mentalement. Et quant à elle, elle dira que Grant abuse de substances illicites. Bref, les deux se jettent la balle et ça n'en finit pas. Mais cette année 2011 se présentait plutôt bien pour Laura. Elle avait trouvé un appartement, monté sa propre société et elle avait bien avancé dans ses projets. Elle profitait pleinement de son indépendance et elle décide d'ouvrir 2 business. En plus de celui qu'elle a, mais cette fois-ci dans le marketing. Elle voit de plus en plus ses enfants, tout lui sourit. L'audience pour la garde des enfants était prévue le 15 août. Tout se profilait parfaitement et Laura avait confiance en son avenir. Grant, lui, est beaucoup moins serein. Il sait que si Laura obtient la garde de ses garçons, il devra payer une pension alimentaire et ce n'est vraiment pas le moment. Il vient d'avoir une petite fille avec Amanda et tout ça lui rajoutait des frais. Et s'il y a des frais en plus, il va être obligé de décaler son projet et de partir à New York. Le mercredi 13 juillet 2011, Grant contacte Laura par mail pour lui demander si elle veut prendre les garçons le même jour. Elle répond presque immédiatement que oui. C'était l'opportunité pour elle de voir ses fils plus tôt, donc elle saisit l'occasion. Elle indique à Grant que dès qu'elle sort du travail, elle viendrait les récupérer. Rappelons que Laura gère 3 sociétés, 2 de marketing et une de design. Elle décide donc de faire appel à une associée qui se nomme Shibon, ou Shibon, mais ça me paraît bizarre, donc on va l'appeler Shibon. Bref, Shibon témoignera que ce mercredi 13 juillet 2011, Laura avait 2 réunions et elle allait très bien. Elle était très détendue et souriante parce qu'elle savait qu'elle allait voir ses fils. Laura dira à Grant qu'elle a une réunion à 16 h et qu'elle le préviendrait dès qu'elle sort de cette dernière. Après sa réunion, Laura lui envoie un message pour lui dire qu'elle se rend à la station-service comme d'habitude. Ce jour-là, il est convenu qu'elle les ramène à 22 h et c'est ce qu'elle a fait apparemment. Seulement pour ses employés et toutes les personnes qui l'avaient croisée avant, après cette fameuse réunion de 16 h, plus personne ne l'a jamais revue vivante. Shibon tentera de la contacter sur son téléphone après plusieurs reprises,
sans succès. Le fixe de la maison, pareil, rien. Aucune réponse. Elle n'arrive pas à la joindre et ce n'est pas du tout dans les habitudes de Laura. Shibon, le soir même, comme à son habitude, tentera de joindre Laura pour lui communiquer les chiffres de vente du jour. Mais comme je l'ai dit, c'était sans succès. Laura ne répond pas au téléphone. Là, ça commence à devenir de plus en plus inquiétant. Le jour suivant, Shibon retente de joindre Laura par mail cette fois, mais elle ne répond toujours pas. Elle se dit que peut-être elle est en panne quelque part et sans batterie sur son téléphone. Elle s'imagine tout et n'importe quoi. Grant, de son côté, lui envoie un message pour lui dire qu'elle pourrait avoir ses enfants toute la semaine si elle le voulait. Amanda et lui devaient partir voir la sœur de celle-ci, mais il fallait qu'elle réponde afin qu'ils puissent s'organiser de leur côté. Mais ce message restera sans réponse de la part de Laura. Le 15 juillet, 2 jours après la disparition de Laura, Shibon décide de se rendre à son appartement pour voir s'il n'y a pas eu de problème. En arrivant sur place, elle s'aperçoit que la voiture de Laura n'est pas à sa place de parking habituelle. Et si la voiture n'est pas là, Laura a forcément son portable. Alors pourquoi elle ne répondait pas? Les caméras de vidéosurveillance de la station-service montreront Grant debout le vendredi 15 juillet à 17 h devant sa voiture attendant Laura. Il attendra presque 1 heure mais elle n'apparaîtra pas. Furieux, il rentre chez lui avec ses enfants et son week-end tombe à l'eau. 5 jours passent et personne n'a de nouvelles de Laura. Le 18 juillet, Shibon demande au concierge de l'immeuble de vérifier dans l'appartement, voir s'il ne s'est pas passé quelque chose. Le concierge refusera en prétextant qu'il n'a pas le droit de faire ça. Mais Shibon va insister et insister et il finira par craquer et il va ouvrir la porte et y jeter un œil. À l'intérieur, il ne trouvera rien parce que l'appartement était vide. Laura n'était pas dans son appartement et on dirait bien qu'elle n'est pas rentrée depuis quelques jours. Shibon fait une demande au concierge des plus déconcertantes. Elle lui demande de sortir des cahiers que Laura avait cachés chez elle. Il s'agit de cahiers dans lesquels tout le procès pour la garde des enfants était noté dans les moindres détails. Le concierge s'exécute et lui donne les cahiers. Pas sûr que ce soit très légal, mais il va quand même le faire. Après ça, avec les cahiers de notes en main, elle se dirige au commissariat et déclare Laura comme personne disparue. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que Heidi, la meilleure amie de Laura, va également déposer une déclaration de disparition suspicieuse dans un autre commissariat de la ville. Les deux femmes insisteront bien que Laura et Grant étaient dans une bataille judiciaire pour la garde des enfants. Heidi ajoutera à sa déposition que Laura lui avait dit que s'il lui arrivait malheur, même un simple accident de voiture, ce serait la faute de son mari. Après 2 plaintes et les arguments donnés par les témoins, la police prend très au sérieux la disparition de Laura et commence les recherches très rapidement. Là, on fait face à une très grosse problématique. Où est passée Laura? Où te caches-tu? Tout le monde se demande où elle est. Plus le temps passe et dans un coin de notre tête, on s'imagine le pire. La police est au courant de la situation et on va tout faire pour la retrouver. Les enquêteurs commencent par se rendre au domicile de Laura et ils se rendent compte que rien n'a bougé depuis des jours. Les caméras de sécurité de son immeuble la montreront sortant du bâtiment vers 10 h du matin, le mercredi 13 juillet. Son dernier appel fut passé avant 17 h et la dernière géolocalisation de son téléphone indique qu'elle était proche du centre commercial, pas loin de là où vivait Grant. Selon son GPS, elle se dirigeait tout droit vers la station-service. Les enquêteurs appellent Grant et tout se passe très bien. Il va raconter tout ce qu'il sait. Il a vu Laura le 13 juillet à 17 h pour récupérer les enfants. Elle les a ramenés à 22 h comme prévu et depuis plus de nouvelles. Pourtant, il précise bien qu'il a attendu presque 1 heure avec les enfants. Il dira aussi avoir essayé de la joindre par téléphone et par mail, mais sans succès. Ses relevés semblent confirmer ses dires, tout semble normal. Mais quelque chose me dit qu'il y a quelque chose de bizarre derrière tout ça. Les enquêteurs demanderont à Grant de se déplacer au commissariat afin d'avoir sa déposition. Grant refusera catégoriquement. Les enquêteurs insistent et Grant finit par leur promettre d'envoyer sa déclaration par voie postale. Seulement, cette déclaration n'est jamais arrivée au commissariat. Pendant ce temps, les enquêteurs recherchent également la voiture de Laura, une Ford Focus blanche de 2006. La voiture est retrouvée dans un parking d'une résidence. Elle sera expertisée mais ne révélera aucun indice ni aucune preuve de ce qui a bien pu se passer. L'endroit où a été retrouvée la voiture n'évoque rien à personne non plus. Il ne semble n'y avoir aucun lien entre Laura et ce lieu, sauf que... Après quelques recherches, les enquêteurs vont se rendre compte d'une chose. Il s'agissait de la résidence où habitaient Laura et Grant quand ils ont eu leur premier appartement avec leur enfant. Et ça semblait bizarre. En tout cas, cette résidence est proche du domicile de Grant et Amanda, donc on pourrait se poser des questions. L'enquête avançait petit à petit et les enquêteurs remarquaient que Grant ne voulait pas coopérer. Ils entreprennent de localiser son téléphone et c'est là qu'ils se sont aperçus qu'il avait quitté la Caroline du Nord. Il se trouvait dans le Texas, très probablement chez la sœur d'Amanda, puisque c'est là qu'elle
qu'elle habitait selon les mails de Grant. C'est là qu'il devait aller. La police a un premier motif d'arrestation pour Grant, la violation de ses droits de garde. Il n'avait pas le droit de quitter son état de résidence sans accord écrit de la mère des enfants. Le deuxième motif est l'enquête aussi en cours pour la disparition de son ex-femme. La police va le chercher et demande un mandat de perquisition pour fouiller sa maison. C'est la dernière personne à avoir vu Laura vivante. La police sait qu'il faut impérativement perquisitionner la maison de Grant, ça devenait urgent. La police finit par obtenir le mandat de perquisition et se rend au domicile de Grant. Ils ouvrent la porte et une forte odeur de chlore s'échappe de l'appartement. Là, je peux vous dire que ça sentait pas bon du tout pour cet homme. Plus l'enquête avançait, plus nos craintes se confirmaient. On est sur le point de découvrir quelque chose de très sombre. La police, en observant la moquette, observe une grosse trace au sol, comme si on y avait traîné quelque chose de lourd. Il manquait un rideau à l'une des fenêtres avec la tringle correspondante. Pourquoi tout ce désordre? Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Ce qui marqua le plus les policiers, c'était l'odeur de chlore. C'était intense et ça prenait au nez et aux yeux. Dans la chambre principale, les draps ont été enlevés du lit et jetés dans un des placards de cette même chambre. Les draps avaient de toutes petites taches rougeâtres. Les policiers passent la pièce au luminol pour détecter les traces de sang, mais rien, aucun résultat. La police ne peut rien prouver, ils n'ont pas trouvé un seul cheveu de Laura dans cette maison. Aucun indice pour le moment. Un enquêteur retrouve une lettre rangée dans un meuble du salon. Cette lettre mentionnerait le fait que Laura abandonne toute bataille judiciaire pour la garde de ses enfants contre la somme de 25 000 $. Elle céderait donc totalement la garde de ses fils pour la somme de 25 000 $. Ça paraît peu plausible. Cette lettre est datée bizarrement du 13 juillet 2011. Comme par hasard. Une expertise graphologique a été demandée pour ce document, mais les experts n'ont pas pu confirmer qu'il s'agissait bien de la signature de Laura. Alors la famille et les amis de Laura vont témoigner. Ils crieront tout l'amour que Laura vouait à ses enfants, et qu'elle n'aurait jamais laissé ses petits qu'elle aimait tant, même pour tout l'argent du monde. Son père dira que cette lettre date d'au moins un mois avant le jugement. Il n'y croira pas du tout. Pour lui, c'est un crime très bien pensé et très bien organisé. La police n'arrivant pas à trouver ni Amanda ni Grant, elle se tourne vers Karen, la sœur d'Amanda. Karen va dire aux policiers qu'elle les a vus débarquer avec un gros camion de location. Le camion était rempli de plein de meubles et ensuite ils vont lui poser des questions. Est-ce qu'il y a des locations disponibles dans le coin? Est-ce que les gens étaient sympas? Est-ce qu'ils aimaient la musique? Mais surtout ils lui demandèrent des informations sur le lac qui était proche de chez elle, si elle connaissait la profondeur. Là, la question est vraiment bizarre. À quel moment tu demandes la profondeur du lac qui est juste à côté? C'est vraiment, mais vraiment spécial. La question est juste improbable. Jamais tu demandes une chose pareille. Ou sinon, pour des raisons assez particulières, et je pense qu'on l'a tous. Karen dira aussi à la police qu'Amanda lui avait avoué à demi-mot qu'elle aurait fait du mal à Laura, sans donner de détails. Sur les écoutes audio de la police, on entend clairement Amanda dire à sa sœur Karen qu'elle a une excellente avocate parce qu'on ne sait jamais. Quand Karen demandera à sa sœur si elle couvrait Grant pour quelque chose qu'il avait fait, Amanda baissera la tête et ne répondra pas. Pour terminer, les enquêteurs vont demander à Karen si elle a une idée d'où se trouve sa sœur et son beau-frère. Elle leur indiquera qu'elle pense qu'ils sont à la rivière Dwyer Creek. Ils sont partis de chez elle il y a peu de temps avec l'intention de voyager puisqu'ils lui ont emprunté tout un tas de matériel de camping. Lors de la perquisition chez Karen, la police retrouve une machette qui appartenait à Grant et à Amanda. Karen reconnaîtra plus tard l'avoir cachée, mais sans savoir pourquoi. Elle savait qu'il se passait quelque chose, mais elle ne savait pas quoi et elle ne voulait pas savoir. Les enquêteurs vont alors interroger le fils de Karen, qui dira que Grant et Amanda n'ont pas arrêté de poser des questions sur les caïmans du coin. Peuvent-ils manger un corps humain? Hein? Ils sont complètement perchés. Mais toutes ces questions bizarres, c'était plus Amanda, parce que Grant, lui, posait des questions sur la rivière principalement. Est-ce qu'il y a beaucoup de passages? Est-ce que la police vient souvent dans le coin? Et les policiers se rendent donc à Dwyer Creek, et ce qu'ils vont y découvrir est tout simplement horrible. Le 24 juillet 2011, les restes de Laura seront retrouvés éparpillés. Ils étaient là, un peu partout le long de la rivière. Sa tête, ses jambes et son torse. Ses seins ont été également retrouvés découpés. La cause de la mort était difficilement identifiable, mais les morceaux de corps étaient détériorés. Les légistes pensent cependant à une mort par strangulation qui était possible. En tout cas, l'autopsie en dira plus un peu plus tard. Le jour suivant, Amanda et Grant sont arrêtés alors qu'ils rentraient de Caroline du Nord. Le juge ordonne une détention sans possibilité de libération sous caution. Vu l'horreur du crime, l'audience se tiendra le 16 août 2011. La police de son côté va identifier officiellement les restes de Laura le 26 juillet 2011. Quand le corps fut retrouvé 2 jours avant, les agents déclarèrent être sûrs à 99,9% que c'était Laura,
mais qu'il fallait tout de même faire des analyses pour le confirmer. Les poubelles des Hayes furent fouillées et surprise, on va y retrouver plein de choses. Des gants, des lunettes et des masques de protection. Il y avait aussi des serviettes, un aspirateur, des produits ménagers puissants et un pantalon de femme. Sur tous ces objets, on retrouvera l'ADN de la pauvre Laura. Grant se déclara non coupable en disant que c'était Amanda qui avait tout manigancé. Selon lui, elle a tout fait seule et sans lui en parler au préalable. Il dira avoir juste aidé à se débarrasser du corps en le découpant en morceaux. Honnêtement, j'ai même plus les mots face à l'horreur qu'on découvre. Et sérieusement, j'ai même plus les mots aussi face à la débilité de ce mec. Même si tu l'as pas tué, tu vas découper un corps juste après. Tu te rends compte de la débilité? À mes yeux, ça reste un meurtrier. À mes yeux, les deux sont des meurtriers, y a rien à dire. Comment tu peux en arriver à faire ça à ton prochain, bordel? C'est juste inimaginable, sérieux. Enfin bref. Grant va dire à la police les choses suivantes. C'est normal, moi j'ai rien fait. Je l'ai juste coupé en morceaux, monsieur l'inspecteur. Je voulais juste aider. T'es complètement marteau, mec. Attendez, il croit que ces arguments sont valables là? Cet individu vient de la découper et il nous sort ça normal. Ah, toi, tu mériterais un petit Mogo Junior dans ta tête. J'ai juste aidé ma femme, rien de plus. Totalement absurde. Quelque temps plus tard, voici la déclaration de Grant au tribunal. J'ai besoin de présenter mes condoléances à la famille et aux amis de Laura. Mais je ne l'ai pas tué. Et aussi mal que ce soit de profaner un cadavre, le crime c'est pire. Vous allez pas condamner un homme à perpétuité sans jugement équitable. Mais bien sûr que si, on te souhaite la prison à vie, grand fou. Complètement malade lui. Bref. Grant racontera que Laura est venue chez eux pour signer un accord de garde pour les enfants contre 25 000 $. Il quittera la chambre où ils discutaient tous les trois, et là, Laura et Amanda vont se disputer pour la garde des enfants. À son retour, Laura est au sol et elle saigne du nez. Il propose d'appeler le 911, mais Laura perd connaissance et meurt. Il boit alors une demi-bouteille de vodka pour avoir le courage de faire ce qu'il reste à faire. Découper le corps. Par contre, Amanda, elle, a une autre version de l'histoire. Elle dit que c'est elle qui l'a aidé à débarrasser le corps, et pas l'inverse. Elle se dira victime également de Grant et avoir agi sous son emprise. Vous sentez cette odeur? Ouais, c'est l'odeur de la peur. C'est pitoyable, ils se crachent mutuellement dessus. Personne n'assume l'horreur de cet événement, et ils se rejettent la faute. Là, on sent que c'est la fin pour eux, et ils le savent très bien. L'enquête déterminera que le meurtre a bien eu lieu dans l'appartement de Grant et Amanda, le même jour de la disparition, le 13 juillet. Malgré différentes versions des accusés, ils furent tous les deux accusés du meurtre de Laura. L'autopsie du corps révélera que la mort a été causée par une asphyxie avec un choc contendant au cou. Les différentes parties du corps de Laura ont été chargées par Grant et Amanda dans de grandes glacières. Ensuite, ils ont parcouru plus de 2000 km pour aller chez Karen dans le Texas. Le jour de la mort de Laura, la fille d'Amanda se souviendra que sa mère lui avait demandé de récupérer les petits et de ne surtout pas rentrer avant qu'elle lui dise. Elle devait impérativement occuper ses demi-frères. Elle ne voulait pas, mais sa mère l'a obligée et l'a mis à la porte avec les enfants. 2 heures plus tard, quand les enfants en ont eu assez et qu'ils étaient fatigués et qu'ils voulaient rentrer, elle appela sa mère pour lui demander si elle pouvait s'en occuper pendant 2 petites heures. Quand enfin elle a pu emmener les garçons à la maison, un camion de déménagement a été garé juste devant. Le camion est en cours de remplissage. La fille, qui ne comprend rien à ce qui se passe, demande alors à sa mère des explications. Amanda lui répondra simplement qu'ils allaient déménager chez les grands-parents de Ace, mais rien de plus. Ils ont pris la route et voilà. Lors du procès, il sera démontré que les 2 suspects ont essayé de se débarrasser du corps en Caroline du Nord. Ils avaient acheté un acide pour désintégrer le corps de Laura. Un ticket de caisse du 19 juillet les aurait trahis, ainsi qu'une vidéo où on voit Amanda charger des bidons d'acide dans son pick-up. Grant se justifiera en disant qu'il avait besoin de faire la plomberie et que c'était pour déboucher des tuyaux. Lui, il sait vraiment pas mentir. J'ai l'impression qu'il va dire des conneries jusqu'au bout parce qu'il ne pourra jamais assumer. C'était évident qu'il avait peur de sa sentence après tout ce qu'ils ont fait. Le couple pensait qu'avec l'acide, il pourrait se débarrasser du corps d'une façon efficace et rapide, mais il se trompait. Et vu que la disparition du corps prenait plus de temps que prévu, il passe au plan B, découper le corps et le jeter aux caïmans. Grant dira qu'il jetait des morceaux dans le lac et qu'au fur et à mesure des caïmans s'approchaient. C'était effrayant. Certains restes ne seront pourtant pas mangés et seront repêchés intacts. La tête fut rapidement retrouvée à 50 mètres de la maison de Karen. On retrouvera chez Grant et Amanda une chanson écrite par Grant qui prend tout son sens au procès. « Maman de mes bébés, ne me parle plus. Je ne veux pas de ton drame. J'ai 2 enfants avec toi.
je ne peux plus supporter plus de toi. J'ai mis ta tête à prix. Tu devrais dire à ton avocat que j'ai l'intention de te tuer. Quand la chanson résonne dans le tribunal, Grant chante, tape du pied et sourit. Karen dira qu'Amanda lui a tout avoué, le meurtre et le démembrement de Laura. On retrouve dans l'ordinateur d'Amanda des échanges de mails avec Laura, où celle-ci se demandait de ne plus se disputer devant les enfants et qu'il fallait trouver une solution. Grant, lui, reste en retrait et cherche toujours à se discréditer du meurtre. Amanda tente de convaincre le tribunal que Grant l'a obligée à faire tout ça. Elle ne voulait pas, mais Grant la menaçait et elle avait peur. Quel bourbier cette affaire, les accusés partent dans tous les sens. Tous les jours ils sont là à s'accuser mutuellement et ils refusent de dire la vérité et d'assumer. Ça en devient pathétique et le juge ne les croit pas du tout. Amanda est condamnée à 13 ans de prison pour meurtre au second degré et récemment elle a pris 20 ans de plus pour omission de corps et de preuves dans une affaire criminelle. Grant est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le couple a depuis divorcé et ne se parle presque plus. Laura était juste une jeune femme qui voulait récupérer ses enfants et qui travaillait dur pour y arriver. Grant et Amanda lui ont tout enlevé du jour au lendemain. Ses enfants étaient tout pour elle, mais un beau jour ils ont décidé de sauvagement la tuer. Puisse-t-elle reposer en paix. Ainsi se termine l'affaire Laura Ackerson. Elle était tellement pleine de vie. C'est malheureux. On en parle de ces pauvres enfants qui se retrouvent sans personne, sans l'amour de leur mère. J'ai trouvé cette affaire particulièrement triste. Comment tu peux en arriver là, sérieusement? J'aimerais avoir vos avis en commentaire, qu'on puisse discuter sur tout ce qui vient de se passer. J'aimerais aussi qu'on se souvienne de Laura, qu'elle repose en paix. Et j'espère du fond du cœur que ces enfants vont s'en sortir dans la vie, qu'ils vont pouvoir aller de l'avant et ne pas souffrir de tout ça. Sur ce, cette vidéo touche déjà à sa fin et j'attends vos avis avec impatience pour vous lire. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec moi. Et en attendant la prochaine vidéo, ce que je peux vous proposer, c'est de venir sur Instagram pour parler avec moi. Là-bas, vous pourrez comme d'habitude me poser des petites questions et j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Mais m'en voulez pas si je vous rate, parce qu'un jour je me suis fait insulter par une personne qui n'a pas reçu de réponse. Et ça m'a donné encore moins envie de lui répondre. Mais enfin bon. Passons. Mogo, oublie pas que t'as pas besoin de vivre, t'es à la disposition de tout le monde. Non mais sérieusement, je crois que j'aurais tout vu dans ma vie. Bref, tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à venir et passer de bons petits moments avec moi. Et si vous êtes gentil, peut-être qu'un jour on partagera un petit tacos ensemble. Ça va me faire beaucoup de tacos tout ça. Ouais, je dis pas non. Sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Mogota.